Bonjour maître Didier Kondo. Bonjour Nixon. Vous êtes l'avocat, le président du collectif des avocats qui défendent Jean-Marc Abound vis-à-vis du dossier qui l'oppose avec le bureau de l'Assemblée nationale. Vous les confirmez? Affirmatif. Aujourd'hui, où en est-on avec la procédure? Lorsque Jean-Marc Abound avait été évincé, c'est-à-dire déchu, de la manière que nous avons tous décrié, que nous avons tous reproché, Jean-Marc Abound n'a pas gardé le silence. Par le ministère de ses avocats, représenté par moi, Jean-Marc Abound avait saisi le Conseil d'État, l'unique dans notre pays qui est chargé de la protection des libertés fondamentales et des droits fondamentaux de tous les Congolais et Congolaises, y compris tous les étrangers qui vivent au Congo. Pourquoi nous l'avons fait cela? Nous savons bien que la décision qui avait eu lieu le 25 mai, soit le vote portant la déchéance de Jean-Marc Abound, était une décision, un acte d'assemblée, était une décision politique que nous ne pouvions attaquer cela que devant la Cour constitutionnelle. Mais il y avait aussi péril en la demeure, dans la mesure où Jean-Marc Abound, qui n'avait pas encore connu jusqu'à aujourd'hui son successeur, et aucun Congolais ne connaît son successeur, puisqu'il n'y a pas encore eu un vote organisé pour désigner son successeur. Il fallait quand même observer et respecter les droits de Jean-Marc Abound. C'est-à-dire quoi? Dans notre pays, il y a un principe général de droit qui est consacré aujourd'hui par notre Constitution, qui veut qu'il y ait continuité des services de l'État. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on n'a pas encore été remplacé, on ne cesse pas de travailler. Jean-Marc Abound devait continuer à aller au bureau. Il devait continuer à garder tous les avantages lui conférés par sa qualité de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais curieusement, sans que nous connaissions son successeur, son remplaçant, sans qu'on ait organisé, on ferme son bureau, on le scelle même, on lui retire les avantages qu'il avait. Et Jean-Marc Abound a estimé que ses droits fondamentaux, ses libertés fondamentales ont été violées. C'est ainsi qu'il va saisir le Conseil d'État pour que le Conseil d'État puisse ordonner la surséance, que le Conseil d'État suspende, les effets de la décision de la présidente de l'Assemblée nationale, une nouvelle organisation d'élection pour qu'on suspende cette élection-là, et de deux, qu'on suspende les effets de la lettre administrative du secrétaire général de l'Assemblée nationale droit. Et Dieu merci, comme la raison est avec lui, parce que ce n'est pas quelqu'un qui pose des actes sans pouvoir les mûrir, sans avoir bien réfléchi. Dieu est avec lui dans pratiquement tout ce qu'il fait. Le Conseil d'État lui a donné raison. Maître, vous venez de dire que le Conseil d'État lui a donné raison. Une certaine rébellion au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et comment justifier cette rébellion et quels sont les effets de cette rébellion? Ne vous mâchez pas le mot. Ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale doit être considéré, comme vous le dites, une véritable rébellion à la justice du pays. Pourquoi une rébellion à la justice du pays?
L'article 151, alinéa 2 de notre Constitution, dit que le pouvoir législatif ne peut pas s'opposer à l'exécution des décisions de la justice. Quand le pouvoir législatif le fait, c'est qui fait la rébellion. J'ai malheureusement entendu certains Congolais déclarer tout haut qu'il fallait respecter le principe de séparation des pouvoirs, mais ce n'est pas de cette manière. Quand on parle de la séparation des pouvoirs, on n'exclut jamais, et je le répète, le contrôle juridictionnel, ni non plus le contrôle politique. Lorsqu'à l'Assemblée nationale, ils adressent une question orale ou une question écrite à un ministre, à un directeur général, est-ce que ces derniers ont le droit de refuser d'aller répondre? Non. Il s'agit d'un contrôle politique concernant dans la gestion de ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre de leurs attributions, dans le cadre de leur mission. Mais pourquoi eux doivent empêcher le pouvoir judiciaire d'exercer son contrôle juridictionnel? Si le Conseil d'État a pris son ordonnance dans le sens de suspendre tout ce qu'il y a eu comme violation des libertés fondamentales de Jean-Marc Abound, ce n'est pas Jean-Marc Abound avait totalement raison. Totalement raison. Et si vous regardez bien toute cette procédure-là, elle a été émaillée de beaucoup d'irrégularités, de violation en violation. Mais là, on n'est pas là. Là, c'est devant la Cour constitutionnelle, qui est celle compétente de contrôler les méfaits qui ont entouré cette procédure qui a conduit jusqu'à la déchéance de Jean-Marc Abound. Mais il ne pouvait pas faire cette rébellion. C'est la raison pour laquelle vous avez vu vous-même, parce que nous sommes tous dans la ville de Kinshasa, nous sommes tous en RDC, le pouvoir judiciaire, il a un marteau de répression. Avant qu'on y arrive, la question est de savoir quels sont les effets. Parce que nous avons constaté que une déclaration provenant de l'Assemblée nationale s'opposant à cette décision du Conseil d'État. Alors, quels sont les effets, les conséquences de ces refus d'abord par des... Vous mangez pas le mot. C'est une rébellion. Il s'agit bel et bien de la violation de l'article 151, alinéa 2 de notre Constitution. Et c'est curieux que l'Assemblée nationale puisse décrier la décision de la justice, puisse affirmer tout haut méconnaître cette décision-là. Et c'est étonnant puisque le Haut Conseil, à l'instar de beaucoup d'autres juridictions dans notre pays, a été institué par la même Assemblée nationale qui a voté la loi qui le crée. Et laquelle loi organique lui attribue des compétences, lui attribue le pouvoir pour agir. Et aujourd'hui, que l'Assemblée nationale passe outre, oublie que c'est en vertu des attributions qui sont les siennes que le Conseil d'État pose les actes, c'est vraiment aberrant. Ça appelle même des actions en justice contre les auteurs de pareilles déclarations, contre les gens qui se sont comportés d'une manière peu correcte, peu orthodoxe, d'une manière illégale. Ça appelle l'intervention de la justice. Puisque le constat est vraiment amer, que ce soit l'Assemblée nationale qui pose de tels actes, alors qu'on a affaire au sommet de l'État. C'est une insulte pour le pays. Maître, nous élire un nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale s'est dit prêt à aller en justice contre ceux qui ont empêché le député à accéder à l'hémicycle. Ils ont raison ou pas? Je ne sais pas si le bureau de l'Assemblée nationale l'a dit ou l'avait dit par ignorance.
ou c'était tout simplement par la volonté d'empêcher la commission des actes bien faits, bien posés par la justice de notre pays. Lorsque le Conseil d'État a pris son ordonnance, et il y a eu beaucoup de difficultés pour signifier cette ordonnance à l'Assemblée nationale. C'est curieux, mais la justice est la justice. Les huissiers ont fini par signifier en bonne et due forme, c'est-à-dire par respect de la procédure, ils ont pu signifier. Mais devant la persistance des menaces de toujours organiser cette élection-là, bien que suspendue par une décision de justice, le procureur général, près le Conseil d'État, avait été saisi et avait fait une réquisitionnant la force de l'ordre pour empêcher la tenue de cette organisation-là. Ce qui fait que le numéro 1 de la police avait été saisi sur base de cette réquisition et il a pu placer les policiers de part et d'autre au palais du peuple pour empêcher la tenue. Ce n'est pas de l'arbitraire. Là, c'est en application de la loi. Maître, excusez maître, mais là vous dites en application de la loi, la Constitution nous dit que le Parlement est inviolable. C'est pas violer vraiment le Parlement. Je suis convaincu qu'on n'a pas violé quoi que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Nos vaillants soldats n'étaient pas à l'intérieur de l'Assemblée. Nos policiers, excusez-moi, n'étaient pas à l'intérieur de l'Assemblée. Ils étaient dehors pour empêcher que les gens entrent. Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas observer les prescrits de l'ordonnance, lesquels ordonnaient la suspension de cette élection-là qui devait être tenue. Donc, ils l'ont fait en vertu de la loi. Ce ne sont pas des policiers qui sont allés là d'eux-mêmes. Ils sont allés munis d'une réquisition signée par le procureur général. Et quand le procureur général signe la réquisition, il le fait en vertu de la loi, parce que la réquisition elle-même signale les articles de la loi qui donnent le plein pouvoir au procureur général ou au procureur de la République de poser les actes. Donc c'est en vertu de la loi qu'il y a eu cette réquisition-là, qu'il y a eu la présence de cette force publique autour du palais, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur du palais et autour du palais, pour qu'on n'arrive pas à poser les actes qui contredisent la décision du Conseil d'État. Aujourd'hui, les élections ont été empêchées. Maintenant, quelle sera la suite de votre procédure? C'est ce que les Congolais attendent. Votre question tombe vraiment à bon point. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est devant la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation des actes illégaux commis à son endroit. Nous savons très bien que le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui est un administratif, mais qui se permet d'écrire à Jean-Marc Kabound de lui retourner tous les avantages qu'il avait. Des choses incroyables. Jean-Marc Kabound, qui est le numéro 2 de l'Assemblée nationale, qui est politique, qui n'est pas administratif. Et la lettre dit clairement d'ordre du bureau. Mais le bureau a quand même des représentants. Cet acte-là est illégal. On a fait également allusion à la lettre de la présidente de l'Assemblée nationale qui informe Jean-Marc Kabound, sans annexer le procès verbal, qui constate le vote irrégulier et illégal qui a eu lieu là.
Mais il informe tout simplement de ce qu'il avait été déchu de sa qualité de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et outre le fait qu'il y a ce calendrier qui est déjà prévu là, dont on a tout simplement suspendu les effets, mais il doit être aussi annulé. Et pour l'annuler, c'est la Cour constitutionnelle à le pouvoir. Vous savez, à l'époque, on nous disait qu'on ne peut pas attaquer par la voie judiciaire même les actes politiques. Oui, ça c'est à l'époque. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie véritable. Peut-on admettre que les droits des gens soient violés en longueur de journée parce qu'il s'agit des actes politiques, des actes qu'on ne peut pas attaquer en justice? Non, les choses ont des cas. Il y a eu un gouverneur dans le Katanga qui avait été évincé pratiquement dans les mêmes conditions. Mais la Cour constitutionnelle l'avait réhabilité. C'est pour cela que nous sommes devant la Cour constitutionnelle, pour que Jean-Marc Abound, que je salue en passant, reprenne en main sa fonction, récupère son bureau, qu'il puisse s'asseoir dans son fauteuil de premier vice-président de l'Assemblée nationale, parce que ce que les autres ont fait, ce n'est pas qu'il a perdu la qualité, c'est faux, c'est tout simplement l'empêcher de jouer son rôle, l'empêcher de faire son travail, l'empêcher de ne pas bien regarder au profit du chef de l'État, mijote des choses non valables, des choses défavorables contre le chef de l'État. Comme lui est l'œil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au sein de cette Assemblée-là, au bureau de cette Assemblée nationale-là, il faut l'empêcher. Les tranches, c'est terminé. On ne parlera plus des votes qui a eu lieu. Ça va appartenir. Je vois que vous êtes vraiment confiant. Oui, je suis très confiant parce que Jean-Marc Abound est dans son droit et les actes posés sont des actes totalement illégaux. Même la procédure n'avait pas été respectée. Comment ça? Imaginez-vous, lorsque la pétition est déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale, déposé le 13 mai, on va constater que la pétition qui est déposée le 13 mai n'a été signée que le 12 mai, soit un jour avant son dépôt. C'est curieux. Et que de deux, une fois déposée, il y a eu 3 dénonciations faites par écrit par les députés concernés et déposées sur la table du président de l'Assemblée nationale, qui dénonçait le fait que leur nom était mis sans qu'ils le sachent, que ce n'est pas eux qui avaient signé. Et parmi les 3 dénonciations faites, il y a eu une plainte déposée au parquet général près la Cour de cassation, qui a instruit rapidement l'affaire et fait fixer l'affaire devant la Cour de cassation. Mais imaginez-vous, lorsque cette action-là, qui est pendant devant la Cour de cassation, va aboutir, c'est-à-dire elle va déclarer la pétition fausse et elle va ordonner la direction de cette pétition-là. Quelle sera l'importance, la portée du vote qui avait eu lieu, qui destituait Jean-Marc Abound de son poste? Et ce n'est pas tout. Quand vous lisez les articles 74, 30 et 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lorsque le président de l'Assemblée nationale reçoit la pétition, il a un délai de 3 jours pour envoyer au débat à la plénière la pétition qui lui est déposée. Mais curieusement, cette pétition traînera sur la table du président de l'Assemblée nationale au-delà de 10 jours pour être envoyée. Donc il n'y a eu que
des violations en violations, des irrégularités en irrégularités. Et ce n'est pas tout. L'article 74, qui le précise clairement, dit que pour organiser un vote, tenir un vote de ce genre pour déchoir un des membres du bureau, il faut le 2/3 des membres qui composent l'Assemblée nationale, donc des députés. Mais curieusement, le 2/3 symbolise un chiffre de 333 députés. Oh, ils sont allés au vote avec 315 députés au lieu de 300. 315 au lieu de 333. Donc, le quorum, sans être atteint, ne pouvait pas permettre, donner la voix à cette plénière-là, de se tenir valablement et de passer au vote. Donc, il n'y a eu que des violations en violation et tout est constaté par les documents. Les documents, non pas qui sont façonnés par Jean-Marc Abound, par les documents de l'Assemblée nationale elle-même. Et Jean-Marc Abound, par notre plume, a déposé à la connaissance de la Cour constitutionnelle tous ces éléments-là. Ce qui fait que je ne peux que me réjouir parce que je sais qu'il a raison et cette raison-là va lui être donnée officiellement par la Cour constitutionnelle. Maître, mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Moi, je suis partisan du bon fonctionnement des institutions de la République. Je souhaite que chaque institution, dans le cadre de ses attributions, travaille comme il le faut, pose des actes en faveur du peuple congolais. On ne doit pas, comme on a entendu certaines autorités dans ce pays, clamer tout haut que nous sommes devenus une république des juges. Or, que dit la parole de Dieu? Que c'est la justice qui élève une nation. Mais lorsque les autorités du pays considèrent que le pays est devenu un pays de juges, c'est-à-dire que les juges, eux, ne doivent pas jouer leur rôle, ne doivent pas travailler, c'est-à-dire ils appellent quoi? Ils appellent l'injustice que nous soyons dans un pays d'injustice, dans un pays jungle, où on ne doit pas savoir qui fait quoi, qui dit quoi, qui contrôle quoi. Non, ça, ce n'est pas correct. Il faudrait que nos institutions jouent valablement leur rôle. Et les institutions ne devront pas oublier qu'en fin de compte, en bout de ligne, il y a la justice qui joue pleinement son rôle. La justice, c'est la sommité du contrôle juridictionnel. Mais juridictionnel de quoi? De tous les actes qui sont posés dans tous les domaines de la vie, selon que telle loi est violée ou pas. Donc, quand on cherche à décrire la justice, c'est qu'on n'aime pas le pays, c'est qu'on ne s'aime pas, c'est qu'on voudrait appeler les Congolais à vivre une vie d'injustice, une vie d'antivaleur, sans reproche. Ça, c'est pas correct. J'ai dit. Merci beaucoup, maître. Merci, Nixon.